Bienvenue dans Next Épisode, saison 2, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Et en l'an 2, plus de débats. Non, aujourd'hui, il n'y en aura pas, il y aura unanimité, je vous l'annonce dès maintenant. Plus de respect, surtout aujourd'hui, et plus de tout court, parce qu'on est comme ça. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, on traque les tueurs en série, mais alors de manière complètement différente, puisque la semaine dernière, nous parlions d'Insoupçonnable, auquel la série dont nous allons débattre aujourd'hui n'a rien à voir, vraiment, aucun point commun, rien. Je voulais juste le signaler. On lui a réglé son compte la semaine dernière. Du coup, cette semaine, on parle de Killing Eve, merveille en 8 épisodes signé Phoebe Waller-Bridge. Je vais écorcher tous les noms, je le sens. Pour en parler, les killeuses du jour, Marie Turcan, bonjour. Hello. Et Anaïs Bordage, bonjour. Salut. Eh ben, on parle de ces tueuses juste après l'info du jour. Ray Donovan déménage, il arrive à New York et il a toujours des tas de galères à régler et Suzanne Sarandon a une mission à lui donner. Pleasure to see you, Ray. I have a friend who's in a sensitive situation. She's my candidate for mayor. She's very important to me. You're a cop? No. Private investigator? No. You want to tell me who'll be up? What do you do exactly? Ray Donovan, saison 6, que je pourrais sous-titrer Scandal, mais pour les hommes, arrive le 28 octobre sur Showtime. Est-ce que vous êtes fan? C'est comme ce gel douche, tu sais, c'est avec un chapeau noir pour faire croire que c'est pour les mecs, alors que c'est exactement le même truc à l'intérieur. D'accord, il y a un petit côté scandale dans Ray Donovan. Oui, moi je pensais ça s'était arrêté, que c'était quand même tellement nul. Mais je suis contente de voir qu'ils ont trouvé une femme. Apparemment, j'ai entendu une voix de femme dans la... Oh là là, c'est vrai ça. Mais c'était pour la blague. Mais ça me fait rire parce que c'est quand même une série qui ne connaissait pas la gente féminine avant la saison 2, donc c'est intéressant. Non, vous avez détesté Ray Donovan? Ah, je déteste. Ouais. Moi, j'ai jamais regardé, en fait. J'ai regardé la première saison. On est censé regarder ce truc. Mais pourquoi pas? Soyons curieux. Écoutez, je vous rappelle qu'on a débattu d'Insoupçonnable dans cette émission. Vrai, donc, partant de ce principe, on peut tout regarder. Ah non, moi, j'avais vraiment lâché l'affaire après Breaking Bad. J'en avais trop marre des mecs méchants torturés avec un chapeau. On va comparer les deux quand même. Torturé avec un chapeau. Il n'y a pas de chapeau, Ray Donovan. Il a un chapeau. Un chapeau. Je crois que j'avais vu une promo avec un chapeau et je me suis dit non, c'est bon, les chapeaux, j'arrête. Après Heisenberg, c'est bon. J'ai vu tout ce qu'il me fallait en termes de chapeau. Sachez, amis producteurs, que si dans votre série il y a un homme avec un chapeau, Anaïs Bordage ne la regardera jamais. Van Helsing, okay. C'est mort. Je m'attendais pas du tout à cette réponse. Chapeau, ras-le-bol. Bon, en tout cas, pour les fans, je le rappelle, le 28 octobre sur Showtime et sur Canal+, dans la foulée. I know you are an extraordinary person. Exceptionally bright. Determined. I know something happened to you. I know you're a psychopath. You should never tell a psychopath you're a psychopath. It upsets them. Are you upset? Est-ce qu'on peut parler comme les héroïnes de Killing Eve pendant toute l'émission? Ce serait tellement génial. Elles ont fait de la SMR avant la SMR. Pardon, elle a le rire qui vient tout casser. En résumé, Eve, alors Eve, on va le dire en français parce que sinon les gens peuvent croire que c'est un lascar, ça n'a rien à voir. Non, Eve, elle est agent du MI5, elle s'ennuie au bureau, Villaine, elle est une tueuse, l'une va traquer l'autre et inversement, et même que c'est absolument passionnant. C'est génial. Et même qu'il y a une tension érotique incroyable. Ça s'entend dans cette bande-annonce. On parle comme ça. Est-ce qu'on tente une émission sans spoiler, en sachant que la série est pour l'instant encore diffusée sur Canal, que possiblement des gens qui nous écoutent ne l'ont pas vu jusqu'au bout? Oui, c'est possible. On y arrive. De toute façon, l'action démarre très très vite et il se passe déjà tellement de choses rien que dans le pilote qu'en vrai, on peut en dire beaucoup en restant basé que sur l'action du pilote, quoi. Alors, qu'est-ce qui te plaît, Anaïs? Ce qui me plaît déjà, c'est Jack Martin. Qu'est-ce qui plaît alors? Déjà, ils n'ont pas de chapeau. Effectivement, déjà l'absence de chapeau, c'est génial. Et puis, comme tu disais, la tension sexuelle entre les deux héroïnes. On va pas se mentir, on est un peu là pour ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une série qui joue complètement et de manière très intelligente sur les attentes du spectateur.
déjà sur les attentes qu'on a par rapport aux personnages féminins. On a Villanelle, donc qui est une psychopathe, une tueuse redoutable, et qui tue d'ailleurs, c'est pas anodin, avec des outils très féminins. Elle tue avec un parfum, avec une épingle à cheveux. Donc il y a tout un jeu sur ce qu'on attend d'une héroïne féminine. Et ce qu'on attend d'une femme violente, en fait, où on attend un peu tout le temps de découvrir sa faille, de voir à quel point elle est torturée par ce qu'elle fait, qu'en fait c'est parce que son enfance a été très difficile. Et en même temps, elle en a rien à battre. Et ouais, et en fait, elle est juste violente, quoi. Ouais. Et on n'a tellement pas l'habitude, c'est tellement déroutant de voir une femme qui prend tant de plaisir à tuer et à être violente, et vraiment, et en fait, on est un peu comme Eve, on est fasciné par elle malgré toute sa violence, et on attend le moment où elle va se révéler à nous, mais en fait ça n'arrive jamais parce que son seul problème à Villanelle, c'est qu'elle s'ennuie quand elle tue pas des gens, quoi. Mais en plus avec un vrai détournement des codes féminins tels qu'on les attend dans une série. Moi il y a un truc qui m'a fait hurler de rire, c'est quand Villanelle est convoquée par son boss en fait et qu'elle s'y rend dans une espèce de robe meringue rose en tulle, ce qui est quand même complètement incroyable dans ce genre de série. C'est le propre de Phoebe Waller-Bridge et de cette série en particulier, c'est de casser les codes tout le temps. Donc elle casse le rythme. Tu vas avoir une scène de hyper violente avec beaucoup de sang et quelque chose qui va te choquer, et puis 2 minutes plus tard beaucoup d'humour. Moi, une de mes scènes favorites, c'est Sandra Oh qui est collée contre un mur avec Villanelle qui la menace et elle lui demande son code PIN. Et là, t'as une tension, mais genre vraiment, c'est hyper violent. Et elle commence à lui dire 1, 2, 3 et tu sais que c'est 1, 2, 3, 4 son code PIN, et c'est juste c'est hilarant la manière dont les deux actrices arrivent à jouer avec un sérieux incroyable. C'est une scène extrêmement dangereuse et en même temps tu rigoles beaucoup, et on est presque dans du Sam Raimi en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on a un mélange de tension et de violence qui est relâché complètement par de l'humour qui arrive sans crier gare, quoi, et qui est fait de manière hyper fine et hyper maligne, et c'est le propre de cette showrunneuse du coup qui s'appelle Phoebe Waller-Bridge, qui est une dramaturge britannique qui a créé 2 séries avant qui s'appellent Crashing et Fleabag, et dans Fleabag elle parle beaucoup d'elle et elle se met aussi en scène un peu, alors c'est un peu plus comique mais en même temps un peu déprimant, donc on a ces deux côtés, cette ambivalence là sur laquelle elle aime bien marcher, et on sent qu'en fait son objectif à Phoebe Waller-Bridge c'est de créer une série différente, une série qu'elle-même aurait envie de voir et avec des personnages qui sont clairement elle. Pour moi Sandra Oh c'est l'alter ego de Phoebe dans Fleabag. Mais elle joue aussi vachement sur, encore une fois, nos attentes, même par rapport au personnage de tueur, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce que Mindhunter a fait il y a quelques mois, sauf que là, c'est une femme, donc c'est plus intéressant. Mais en fait, voilà. La série joue sur la fascination qu'on a pour des personnages qui sont pourtant extrêmement violents et qui ont aucun remords. Et comme Eve, qui est elle-même fascinée, qui a cette fascination morbide pour Villanelle, en fait, on essaye de trouver quelque chose de plus d'un peu plus profond dans le personnage de Villanelle, mais en fait non, c'est juste une psychopathe qui est méga violente, quoi. Et donc même sur ça, Phoebe Waller-Bridge détourne complètement nos attentes. Alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que le comic relief vient jamais faire le malin. C'est-à-dire, c'est jamais un détournement de code façon parodie comme dans Scream. C'est vraiment intégré aux intrigues, et c'est vraiment drôle en étant à plat, quoi, sans faire de second degré. C'est très perturbant et en même temps hyper hilarant. C'est en ça qu'on est dithyrambique et qu'on va pas faire semblant, parce que j'aurais bien aimé vraiment faire semblant. Trouver des réserves, on va en trouver. Marre de ces femmes partout. Le mec de Yves est insupportable. Ah oui, c'est vrai qu'il est insupportable. Exact. Mais on a trouvé, c'est fait. C'est bon. Alors, je suis pas chapeau, mais je suis très moustache. Très bien. Caputo. Fan de Caputo. Effectivement. J'adore Caputo. Vous m'avez perturbé, maintenant je ne vois plus que Caputo dans... Désolée. Non, aucun rapport et qui ne joue pas du tout dans Killing Eve. Pas du tout. Non, mais ce détournement de code sans jamais jouer la parodie est quand même hyper agréable. C'est-à-dire une ère où toutes les séries se regardent être différents et se moquer d'elles-mêmes. Là, il y a un truc très linéaire et en même temps très smart à la fois. C'est ça, et c'est ce que je me disais en venant ici sur mon scooter, en me disant mais qu'est-ce que je vais raconter ? J'ai l'impression d'avoir vu cette série il y a longtemps et puis qu'on a déjà tout dit dessus. Et en fait, il y a quand même quelque chose, on est dans une ère aujourd'hui où on a l'impression que tout a été fait, tout a été dit, que c'est extrêmement compliqué de trouver une intrigue qui n'a pas été faite. Là, je vois des séries aujourd'hui, des séries un peu moyennes,
où t'as toujours les mêmes intrigues, t'as toujours deux personnages s'entendent pas, et ben on va les mettre tous les deux dans une pièce et on va fermer la porte, et puis ils vont finir par baiser. Et ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours des mécanismes qui sont jamais renouvelés, alors que là, on a vraiment quelque chose de tellement original, parce que elle se fout pas de notre gueule, en fait. Elle a vraiment eu envie de chercher le truc auquel on s'attend pas, l'élément qui va vous surprendre. C'est un article de Topito, en fait, cette série. Enfin, c'est vraiment les choses qui font. C'est vraiment pas la bonne citation à mettre en exergue. Je sais pas si ça donne envie, mais si, parce que moi j'ai besoin d'être surprise aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 500 séries par an qui sortent. Dans 5 ans, il y en aura peut-être 1000. On a de moins en moins de séries qui sortent du lot, et on aura de plus en plus de choses qui se noient dans la masse. On a entendu parler de la série d'Apple qui va être noyée tuée par Apple parce qu'elle était trop violente, avec trop de sexe. Aujourd'hui, avoir quelque chose qui se différencie à ce point-là, c'est vraiment, ça va devenir de plus en plus rare, je pense. Et puis alors, je sais que c'est pas un facteur de qualité, mais 8 épisodes, merci, quoi, en fait. Ouais, c'est clair. Mais ça, ça change aussi. Vous avez binge-watché ? Parce que moi, j'ai pas binge-watché, et du coup, moi, je l'ai pas binge-watché, mais... Je trouvais ça nul, je voulais que ça dure encore plus longtemps. Je le regardais toutes les semaines, en fait. Ouais, moi je le regardais toutes les semaines aussi, mais en fait, moi je l'ai revu là pour l'émission, et en fait c'est beaucoup plus plaisant, je trouve, en le binge-watchant qu'en les regardant. Mais parce qu'en fait il y a un petit coup de mou quand même vers la fin de la saison où le cœur de la série, qui est vraiment la dynamique entre les deux femmes, s'étiole un peu parce qu'elles sont chacune occupées à gérer d'autres problématiques, et on rentre dans un truc un peu plus traditionnel, en fait, de complot international, d'espions, machin. Et en fait, là je trouve que la série en souffre beaucoup, et après on est rattrapé vers la fin où justement elle se retrouve encore une fois, mais pour moi la série brille quand il y a des interactions entre elles, et quand on voit leurs relations se développer, et quand c'est pas le cas, c'est pas top, je trouve. Mais moi j'ai eu un petit, je confesse, j'ai eu un petit syndrome Mulder et Scully, c'était la même chose que ça m'a fait quand j'ai regardé X-Files, le moment où on se dit c'est vrai, ils vont s'embrasser, c'est ça. Vraiment, quoi. Mais c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'elle en joue tellement, et comme on a dit qu'on ne divulgacheront pas, mais c'est génial la manière dont elle en joue, et moi je trouve ça, et j'avais envie de dire mollo molito à Anaïs. Mollo molito. Pardon. Il faut réussir à accepter d'attendre. Non, mais après, ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même très frontal dans cette tension sexuelle, justement, dans quasiment toutes les séries où il y a de la tension sexuelle, c'est toujours avec des sous-entendus, voilà. Et en fait, ce qui est génial dans cette série, c'est qu'il y a quand même, comme tu disais, quelque chose qu'on n'a jamais entendu ailleurs, qui est hyper rafraîchissant, qui est juste, je pense beaucoup à toi. Enfin, en fait, je me masturbe souvent en pensant à toi. Et en fait, juste d'entendre une femme dire ça à une autre femme dans une série, mais moi, ça m'a complètement fait exploser le cerveau. Je suis trop contente, quoi. Il y a jamais un moment, en fait, où t'as une scène un peu chelou où elle se confie à sa meilleure amie, elle dirait je sais pas, elle me perturbe, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que j'ai eu une expérience au collège, mais ce n'est pas. Il y a pas besoin de ça, en fait. Les femmes elles existent. La diversité des orientations sexuelles existe, et elle est tellement dans le post-coming out pour le coup que ça en devient c'est rafraîchissant, mais pas d'un point de vue où on utilise dans toutes les critiques séries en disant c'est rafraîchissant. Là, c'est vraiment. Oui, il n'y a pas de grand discours sur l'orientation sexuelle de l'une ou l'autre héroïne. C'est juste voilà, ça fait partie de leur personnage. Elles ont une sexualité fluide, quoi. C'est ça, exactement. Et alors dans les choses que je trouve aussi assez fascinantes dans la série, c'est cette tueuse en série qui est quand même à la fois impitoyable, extrêmement pro et complètement branque, en fait. C'est la première fois que je vois une tueuse en série professionnelle qui est quand même armée pour aller buter des gens, qui laisse traîner son arme quand son lascar traîne dans la maison, et que le mec par inadvertance se tue avec, quand même. C'est le côté humour pour le coup à la Breaking Bad que Anaïs n'aime pas parce qu'il a un chapeau. Ah non, mais j'aime beaucoup Breaking Bad. C'est ce côté. Je trouve que c'est fait pour rajouter encore plus d'absurde à la situation qui est déjà complètement what the fuck, et on sait pas vraiment quoi attendre de ce personnage, et tout est fait pour nous désorienter en permanence, en fait. Si tu penses qu'elle est hyper pro, elle va faire un truc complètement stupide après. Si tu penses qu'elle est détachée, elle va faire semblant d'aimer, d'être folle amoureuse de quelqu'un, mais en fait elle va peut-être vraiment l'aimer, mais peut-être qu'elle aime pas vraiment. Ça nous met face à nos propres contradictions, et ça nous met face à notre quête de sens, et c'est ce que tu disais, nous on cherche du sens dans tout ça, on va se demander mais quelles sont ses motivations, et donc techniquement, ça nous fait nous marcher, donc ça pourrait être vraiment frustrant. Et c'est
assez magique la manière dont elle réussit à pas nous frustrer et où on se dit pas putain je me suis fait arnaquer, ce personnage il a vraiment aucun sens, je vois pas pourquoi elle fait ça. C'est un peu la magie de Tarantino mais version Phoebe Waller-Bridge. Dans Tarantino il y a plein de mecs comme ça qui font n'importe quoi et on les adore parce qu'ils ont l'air badass. Exactement. Alors que on s'est jamais posé la question. C'est très rare pour des femmes en fait. Et déjà d'avoir je pense à ça. Déjà d'avoir une tueuse qui est cool, qui est sexy, mais en même temps un peu on se demande si elle est torturée, machin. C'est un personnage en fait, un archétype masculin quoi. Et en fait de voir une femme jouer ce rôle-là, c'est complètement déstabilisant. Comme tu dis, ça nous perturbe un petit peu. Et pareil, Eve, c'est une femme qui est extrêmement ambitieuse, qui pense beaucoup plus à sa carrière que à son couple par exemple ou à sa vie privée. Et ça, c'est aussi déroutant en fait, la fascination morbide qu'elle a pour les femmes violentes, pour la mort. Où son mari lui demande dans le pilote comment elle le tuerait et elle a une réponse du tac au tac parce qu'elle y a vraiment réfléchi quoi. Et en fait, évidemment. Du coup, non mais après avoir vu ça, j'ai réfléchi. Du coup, je me suis dit arsenic pour tout. Mais c'est ça la magie de Phoebe Waller-Bridge, c'est qu'après tu te demandes comment tu tuerais et te débarrasserais du corps de tous tes proches. C'est génial. Et toujours sur le personnage de Villanelle, dans les choses assez nouvelles, c'est qu'effectivement, on a une comédienne qui est extrêmement belle. On peut dire qu'elle a ce côté extrêmement sexy, extrêmement intriguant, extrêmement inquiétante. Et à la fois, dans le cadre d'un personnage où ça arrive parfois de se dire, elle est complètement débile en fait. Il y a un truc vraiment, ça n'arrive pas en fait. Quand les femmes sont très belles et très intrigantes, on peut pas les soupçonner d'être débiles en fait. Parce qu'il y a des moments, elle a des réactions qui sont. Moi, c'est moins débile que vraiment en fait. Parfois, je trouve ça. Mais c'est volontaire, je pense, de la part de la série, les réactions vraiment cruelles qu'elle a, quoi, où en fait elle joue sur nos sentiments et sur les sentiments de Yves, où elle essaye de l'attendrir, et après elle éclate de rire de manière complètement diabolique, et on se dit mais c'est pas possible, elle a aucune âme, et en fait c'est atroce quoi de voir quelqu'un qui a aussi peu d'empathie. Donc moi c'est plutôt ça en fait, c'est moins débile que vraiment extrêmement flippante, mais vraiment à un point horrible quoi. Moi c'est Sandra Oh que je veux épouser direct. On s'attard assez rarement sur les partitions des comédiennes. Sandra Oh, les deux sont incroyables. Sandra Oh encore. Mais je trouve qu'elle, c'est ça. Je trouve qu'elle élève la série. La série marcherait pas aussi bien si on n'avait pas quelqu'un en face qui savait donner le change à ce point-là, avec un mélange de nonchalance, de sérieux, de je suis alerte et je peux repérer le moindre petit détail, de sensibilité comique, mais incroyablement fine, qu'on avait déjà vu dans Grey's Anatomy en vrai, parce que pour moi c'est une excellente actrice, même dans Grey's Anatomy. Déjà à la base, elle est partout. Mais et elle gère aussi bien le comique que le dramatique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où elle est bouleversée qui sont vraiment mais incroyables. Parfois, c'est les mêmes scènes. C'est ça. Elle crie très bien et elle pleure très bien. Non, mais faut dire ce qui est en fait. Et moi, j'ai un gros problème, c'est que je ne peux pas supporter de la voir pleurer, parce que dans Grey's Anatomy, je ne pouvais pas supporter de voir pleurer Christina Yang, en fait. Oh là là, elle avait pêché son ton et soudain elle pleure parce qu'elle a sa dépression, elle accepte enfin. C'était tragique. Terrible. Non mais c'est vrai, elle est incroyable dans cette série. Elle est vraiment incroyable. Je pense sincèrement que la série aurait pas la même valeur si on n'avait pas ce personnage-là, parce que techniquement c'est notre porte d'entrée dans narrativement parlant. Si on réfléchit un peu au personnage typique, ce serait plus, Voilà, ce serait. Alors on aurait tendance à plus s'identifier à elle en effet. Villanelle, étrangement. Et en même temps, elle est complètement déjantée aussi. Et c'est son côté. J'accepte tout ce qui me vient. Et en fait, j'ai envie que mon quotidien soit perturbé, parce que mon quotidien il est pas forcément si excitant que ça, et j'ai envie d'autre chose, et c'est ça, je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est simplement que aucun personnage n'est un archétype de ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres séries. J'ai une réserve. Ça y est, j'en ai trouvé une minime. On en parlait. J'aurais vu quasiment Molo Molito là. Justement, en parlant de Molo Molito, c'est une réserve que je partage avec Ronan Crowe, l'auteur du Molo Molito, qui est que dans les scènes qui se déroulent à Paris, prenez des comédiens français. C'est clair. Parce que là, c'est que des comédiens anglais ou américains qui parlent le français comme ça. Je ne comprends pas non. Mais ça m'a rappelé Alias. C'est ma seule réserve. Ça m'a rappelé Alias, la série avec Jennifer Garner, qui est ma série préférée de l'univers. Il y avait toujours ça. Il y avait toujours des Français ou des Allemands ou des machins. Et elle parlait avec un français ridicule. Et on faisait genre, waouh, elle sait parler 12 langues. Et à chaque fois, il y avait des interviews. Elle disait, j'ai encore appris l'allemand hier. Bon, c'est pas facile, mais et là, je comprends pas. C'est quand même pas très 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 compliqué. Tu prends la cousine de ton cousin du chef-op, elle est française, et tu la fous dans la série. Mais surtout si c'est pour jouer les voisins de palier en fait, pas plus. Ou le serveur du café, quoi. Faut faire un effort. Voilà, c'est la seule réserve. Je trouve ça limite charmant, quoi. Oui, mais c'est ça. Je trouve qu'il y a un petit côté désuet. Il y a un petit côté série des années 2000 où on n'avait pas trop de moyens. Mais en même temps, c'est ridicule ce que je dis. Pourquoi on aurait moins de moyens de l'inflation, mais bravo. C'est ça. Mais la crise, ma bonne dame. Bon, vous
l'aurez compris, Killing Eve fait l'unanimité autour de cette table. Tout le monde a détesté. Voilà, c'est en ce moment sur Canal+. Si je vous demande, avant de nous quitter, une recommandation. Ah ben à chaque fois, en fait, faut pas oublier. Moi, je vais vous conseiller ça dépend, une chaîne ASMR. Ça dépend ce que Marie recommande. Comment ça? Moi, je vous recommande, mais naturellement, moi, je vous recommande Alias. Regardez toutes les 5 saisons, évidemment, mais regardez Fleabag. Rambaldi. Tu sais que je voulais le petit tatouage en forme d'œil, là. Le signe de Rambaldi, je voulais le mettre sur ma main et je me suis dit que j'aime tellement Alias. J'avais quand même envie d'avoir des relations romantiques dans ma vie. Alias. Alias, la base. Ça marche très bien. Bah du coup Alias, Crashing, effectivement, et Fleabag. Fleabag, je pense que c'est celle qui, enfin, le ton est très différent, mais il y a encore une fois ce jeu sur, là c'est un peu inversé. On s'attend à une comédie et en fait ça atteint quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus dark, sans qu'on s'en rende compte. Et parfois dans les mêmes scènes. Ouais, c'est vraiment, mais de la meilleure manière possible. Donc voilà, si vous voulez que votre âme soit détruite. Regardez Fleabag. Alors, pas de chapeau, des âmes détruites, beaucoup de Rambaldi, le tout sous le hashtag Molo Molito. C'est dans Next Episode. Next Episode, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi prochain. Merci beaucoup Marie Turcan. Merci beaucoup Anaïs Bordage. Merci.